Salut, aujourd'hui on va parler de la radioactivité et on va voir qu'il y a plein de choses qui ont permis de faire des découvertes dans le domaine. Un labo mal rangé, une météo capricieuse, une rencontre amoureuse, on va voir ça. On a vu dans l'épisode précédent que si on mettait une tension électrique dans un tube de verre à basse pression, des rayons étaient émis de la cathode et on a appelé ça des rayons cathodiques et plus tard des électrons. En 1895, Röntgen reprend le dispositif et dispose un tube de carton noir autour du verre pour éviter que les rayons ne partent dans tous les sens. À côté de ça, il empile d'autres expériences, notamment un écran recouvert d'une substance qu'on appelle le baryum. Et quand Röntgen allume la tension, l'écran, qui est pourtant placé quelques mètres plus loin et qui n'a rien à voir avec l'expérience, se met à briller. Il y a donc des rayons qui arrivent à traverser le carton, et Röntgen décide de les étudier plus en détail. Il se rend compte que ces rayons peuvent impressionner des plaques photographiques, et contrairement aux rayons cathodiques, ils peuvent traverser des épaisseurs assez importantes de matériaux. Donc c'est pas des rayons cathodiques, et comme tout ça semble assez mystérieux, Röntgen va les appeler des rayons X. Et ce qui va rendre très populaire ces rayons X, c'est qu'en mettant sa main entre le tube et l'écran, Röntgen va voir apparaître l'ombre des os de ses doigts. Du coup, il appelle sa femme et il lui dit « Chérie, viens voir, ça va être marrant, tu mets ta main là et tu bouges pas pendant 20 minutes. » Et ça a donné un des clichés les plus célèbres de l'histoire des sciences. Pour cette découverte, Röntgen obtiendra d'ailleurs en 1901 le tout premier prix Nobel de physique. Pouvoir sonder comme ça le corps humain, c'est incroyable à l'époque, et on va très vite trouver de nombreuses applications médicales à ces rayons X. Et il faut comprendre que ça a vraiment été une révolution. À peine un an après la découverte, des laboratoires de radiologie dentaire s'ouvraient déjà. Malheureusement au début, les temps d'exposition étaient assez longs, plusieurs dizaines de minutes, et il y avait souvent des cas de brûlure. En effet, on l'a compris un peu après, les rayons X, c'est de la lumière à très haute fréquence, et donc une onde qui transporte beaucoup d'énergie. Petit à petit, on améliorera la technologie, les temps de pause se mettront à baisser, et on protégera le personnel médical derrière des écrans de plomb. Quelques mois après la découverte, un des plus grands scientifiques de l'époque, Henri Poincaré, va exposer les résultats de Röntgen à l'Académie des sciences, et il va relier tout ça au phénomène de luminescence. Or, il y a une deuxième personne qui s'appelle Henri dans la salle, c'est Henri Becquerel. Et Henri Becquerel, c'est un spécialiste de la luminescence, la phosphorescence, ce genre de choses. Certaines substances, quand vous leur donnez de l'énergie, par exemple en les exposant au soleil, elles vont rendre ensuite cette énergie sous forme de lumière, et on appelle ça la luminescence. Et Becquerel, il a plein de substances luminescentes dans son labo, et il va voir si ça peut pas créer des rayons X aussi. Il a notamment une sorte de sel qui s'appelle du sulfate d'uranyle, et qui, comme son nom l'indique, contient des atomes d'uranium. Donc il prend le sel, il le met sur une plaque photographique, et entre les deux, il va mettre du papier noir, et il va s'attendre à ce que les rayons émis par le sel traversent le papier noir et impriment la plaque photographique. Et si c'est le cas, ça ressemble beaucoup à l'expérience de Röntgen, et donc il y a de bonnes chances que ce soit des rayons X. Et pour donner de l'énergie au sel et provoquer le phénomène de luminescence, il va disposer tout ça au soleil pendant quelques heures. Il développe ensuite la plaque photographique et effectivement, on voit la silhouette du sel sur la plaque. Mais vous allez voir, c'est pas fini. Et c'est même là que les choses intéressantes commencent. Becquerel continue ses petites expériences, sauf que arrive un jour où le ciel est nuageux. Il avait préparé tout le matériel, tout était prêt, il n'avait plus qu'à mettre ça au soleil, mais pas de chance ce jour-là, il faisait pas beau. Et donc Becquerel laisse tout le matériel chez lui dans un tiroir complètement obscur. Et je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un génie le mec, il va quand même développer les plaques photographiques pour voir. Peut-être qu'il se dit que ça fera une sorte d'expérience témoin, en tout cas il s'attend à ce qu'il y ait des images très faibles sur la plaque. Et là, surprise, les silhouettes du sel sont bien là, et toujours aussi intenses. Donc mettre le sel au soleil avant, en fait ça servait à rien. Mais du coup c'est pas de la luminescence, pour que ce soit de la luminescence, il faut qu'il y ait un apport d'énergie au début. Là l'uranium il a l'air de rayonner tout seul, et ça c'est très bizarre parce qu'en physique l'énergie ça se conserve. Donc l'énergie rayonnée par l'uranium elle vient bien de quelque part, et si elle vient pas du soleil, elle vient d'où? C'est bien mystérieux tout ça. Autre chose, ces nouveaux rayons sont encore plus intenses quand on isole l'uranium des autres éléments du sel. Et du coup Becquerel va les appeler des rayons uraniques. Mais aujourd'hui, c'est pas ce nom-là qu'on utilise. Aujourd'hui, on appelle ça la radioactivité. Et la personne qui a donné ce nom au phénomène, vous la connaissez très bien. Marie Sklodowska est une jeune Polonaise qui a quitté son pays natal pour venir étudier à Paris. Quand elle rencontre Pierre Curie, qui est déjà connu pour ses travaux sur l'électromagnétisme et les cristaux, c'est le coup de foudre. Ils se marient en 1895 et font une fille, Irène, qui deviendra célèbre aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Peu après, Marie commence sa thèse en étudiant justement les rayons découverts par Becquerel. Elle va chercher s'il n'y a pas d'autres substances comme l'uranium qui émettent des rayons spontanément.
Elle récupère notamment de la chalcolite, qui contient de l'uranium, du cuivre et du phosphore, mais qui rayonne beaucoup plus que l'uranium pur. Et là, elle a l'idée géniale d'essayer de refabriquer artificiellement de la chalcolite en mélangeant du phosphore, du cuivre et de l'uranium. Et quand elle fait ça, elle obtient des résultats très bizarres. Avec la chalcolite artificielle, elle a des rayonnements assez faibles, comme pour l'uranium pur, alors que la chalcolite naturelle, elle rayonne beaucoup. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que dans la chalcolite naturelle, il y a une substance inconnue qui rayonne énormément. Pierre va alors la rejoindre dans ses travaux et débute une des plus belles histoires de collaboration de la physique moderne. Pierre est un peu rêveur, il est tout le temps en train de chercher de nouvelles idées, et Marie, elle est très disciplinée, très appliquée, et du coup, ils vont se compléter à merveille. Ils vont réussir à isoler la substance mystérieuse, et à force de la purifier, ils vont se rendre compte que c'est un nouvel élément très radioactif, et Marie va l'appeler le polonium, en hommage à son pays natal. Un peu après, en affinant leur méthode et en utilisant d'autres roches, ils vont trouver un autre élément encore plus radioactif et ils vont l'appeler le radium. C'est un atome très très rare, mais en l'isolant, Pierre et Marie Curie vont se rendre compte qu'il est 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. Pour leurs travaux, ils obtiendront avec Becquerel le prix Nobel de physique de 1903 et Marie Curie aura aussi le prix Nobel de chimie un peu plus tard. On trouve rapidement des applications du radium en médecine, notamment pour faire de la radiothérapie. Par exemple, on injecte la substance radioactive au patient et on observe comment elle circule dans le corps. Ce que vous voyez là, c'est un colorant radioactif que nous avons injecté dans l'appareil circulatoire de votre mari. Mais docteur, je n'ai pas encore injecté le colorant. On va aussi faire de la curithérapie, c'est-à-dire mettre directement un morceau de radium à l'intérieur du corps pour détruire les tissus malades. Et ça finit d'ailleurs par déraper, les publicitaires vont faire du radium un produit miracle. On vend des crèmes au radium, des shampoings au radium et même des réveils avec des aiguilles qu'on peint au radium pour qu'elles brillent dans le noir. Dès qu'il y a une pub sur un nouveau produit au radium, les gens achètent. Cette année, offrez-lui des gâteaux anglais. Tout ce que vous voulez, madame la pub. Et ça prendra un peu de temps, mais on se rendra compte qu'on peut tirer de l'énergie de cette radioactivité. Mais bien sûr, l'énergie nucléaire. Nucléaire. Ça se prononce nucléaire. Non, c'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire. Quelques années plus tard, on se rend compte des dangers de la radioactivité, notamment quand, en 1924, un dentiste de New York se rend compte que beaucoup de femmes développent des cancers de la mâchoire. On se rend compte que toutes ces femmes travaillent dans une usine de fabrication de réveils et qu'elles sont employées à peindre les aiguilles avec du radium. Or, elles répètent toutes le même geste à longueur de journée, elles trempent le pinceau dans le radium et elles l'affinent avec la bouche. En 1934, Marie Curie meurt d'une leucémie typiquement due à l'exposition aux rayons, ce qui finira par convaincre l'opinion publique qu'il faut prendre des précautions avec la radioactivité. Moi détruire espèce humaine. Ouh, l'heure des casse-croûtes. Donc la radioactivité, c'est un ensemble de rayonnements, et en les étudiant, on se rend compte qu'ils sont très différents des rayons X. Une première différence est que si on place des matériaux inactifs à côté des roches radioactives, les matériaux au début ils sont inactifs, donc ils émettent pas de rayonnement, mais au bout d'un certain temps ils deviennent radioactifs. Donc il y a une forme de légère transmission de la radioactivité. En étudiant l'uranium de plus près, on se rend compte qu'en fait il émet deux types de rayonnements. On va appeler ça les rayons alpha qui sont facilement absorbés par les obstacles, et les rayons bêta qui sont plus pénétrants. Les rayons bêta sont facilement déviés par un champ magnétique, et on va vite finir par comprendre que ce sont des électrons à haute énergie. Les rayons alpha, eux, ils sont pas déviés, donc soit ils n'ont pas de charge, soit ils sont beaucoup plus lourds. De son côté, Paul Villard étudie le radium et détecte un troisième type de rayonnement, les rayons gamma, qui eux non plus ne sont pas déviés par les champs magnétiques. Intervient alors Rutherford, dont on a déjà parlé dans la vidéo précédente, et lui il arrive à dévier les rayons alpha. Et il montre que les rayons alpha, en fait, ils sont chargés, et si c'est difficile de les dévier, c'est parce qu'en fait ils sont très lourds. En effet, il va comprendre un peu plus tard que ce sont des noyaux d'hélium, donc un assemblage de 2 protons et de 2 neutrons, et donc tout ça c'est beaucoup plus lourd qu'un électron. Enfin, on découvre que les rayons gamma c'est de la lumière, comme les rayons X, mais à une fréquence encore plus élevée. Donc en résumé, la radioactivité c'est des rayons alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium, des rayons bêta, c'est-à-dire des électrons, c'est d'ailleurs ces rayons bêta que Becquerel a détectés au début sur les plaques photographiques, et des rayons gamma, c'est-à-dire des photons de la lumière à très haute fréquence. Ensuite, on peut se demander pourquoi ces atomes d'uranium ou de polonium émettent spontanément des rayons. Eh bien c'est parce qu'ils se désintègrent, mais ça on va en parler dans la prochaine vidéo, on va notamment parler de la datation au carbone 14. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents si vous les avez pas vus, donc la prochaine fois on va parler de désintégration et du carbone 14. Ensuite il y aura une vidéo sur la fusion nucléaire, et on terminera en expliquant pourquoi les étoiles explosent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit mot en commentaire si vous voulez. Allez, au plaisir.